d'être avec nous. Midi News, dans quelques instants, on va poursuivre nos débats. Bien sûr, nous parlerons des suites, mais pour analyser les conséquences à travers la gifle au président de la République, c'est la question de l'autorité, également autorité dans la société par rapport aux professeurs, aux enseignants, aux élus, bref, même aux citoyens. La question des incivilités, on va en débattre. Mais tout d'abord, c'est le journal avec vous, Nelly. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Ce mercredi marque une nouvelle phase dans le déconfinement. Le Conseil des ministres, d'ailleurs, était au complet ce matin pour l'évoquer. C'est une première depuis le mois d'octobre 2020 pour cette avant-dernière étape, avant un déconfinement complet. Justement, parmi les nouvelles mesures attendues, il y a ce couvre-feu qui désormais est repoussé à 23 h, la réouverture des salles de sport, des piscines également. Mais surtout, on se concentrera sur la réouverture de l'intérieur des restaurants. D'ailleurs, Kinson, vous êtes au restaurant Backstage, qui est situé dans le 14e arrondissement parisien. Évidemment, c'est un très grand jour pour les principaux concernés. Oui, exactement, Nelly. Vous l'avez dit, c'est un jour important et vous le voyez sur les images, Olivier Gangloff se trouve juste derrière moi. Les premiers clients, vous l'avez dit, c'est la deuxième phase du déconfinement avec l'ouverture des salles, des restaurants. Avec néanmoins, Nelly, un protocole sanitaire très strict. Le nombre de couverts est divisé par 2. Les menus sont plastifiés. Il y a un tableau journalier aussi où chaque client doit inscrire ses coordonnées. Mais le gérant estime faire seulement 10% de son chiffre d'affaires avec le service en salle. Pourquoi? Car regardez, vous le voyez sur les images en direct d'Olivier Gangloff, il fait très beau aujourd'hui et les Parisiens privilégient les terrasses pour prendre quelques couleurs. Justement, sur ces images, vous voyez la terrasse éphémère qui comprend 18 couverts mais qui se trouve sur un emplacement de livraison. L'autorisation prend fin le 30 juin. C'est une nouvelle source d'angoisse pour le propriétaire car il le sait, la reprise sera lente et progressive. Il y a moins de passants, il y a moins de touristes et certains théâtres aux alentours sont toujours fermés. Mais vous l'avez dit Nelly, autre changement qui lui sera bénéfique, c'est le service complet le soir. Ses clients vont enfin pouvoir prendre le temps de dîner avec une fermeture prévue à 23 h et non plus à 21 h. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et puis, à l'instant, Gabriel Attal, au sortir du Conseil des ministres, est revenu sur cette phase de déconfinement. Ce 9 juin n'est plus seulement un avant-goût, mais bien une saveur de la vie d'avant que nous retrouvons. Cette étape était attendue, espérée. Ce 9 juin est la date à nouveau des promesses tenues, d'un plan établi depuis plusieurs semaines, d'un calendrier partagé qui se déroule conformément aux promesses du président de la République. On en vient sur la suite de l'enquête après l'agression d'Emmanuel Macron hier dans la Drôme. Le chef de l'État qui a relativisé, il a parlé de faits isolés de la part d'individus ultra-violents. De fait, 2 hommes ont été interpellés, placés en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et puis, écoutez ce témoignage, celui d'une députée La République En Marche de la Drôme qui était présente aux côtés d'Emmanuel Macron au moment des faits. Alors, on retourne au point presse du Conseil des ministres avec Gabriel Attal. Du président d'aller au contact direct des concitoyens. Et dernière question, selon nos informations, un exemplaire de Mein Kampf a été trouvé chez un des 2 gardés à vue, ainsi que des armes à feu. Qu'est-ce que cela dit du profil des suspects? Merci. Le président de la République est revenu ce matin sur son déplacement d'hier à Valence. Il a redit qu'aucune violence ne saurait être banalisée dans notre pays, qu'elle soit langagière ou en acte, et qu'il nous faut systématiquement la condamner. Et moi, je veux saluer l'union républicaine qui a été exprimée hier par, je crois, l'ensemble des formations politiques, que ce soit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou en dehors, pour dénoncer cet acte. Le président a rappelé également qu'il faut regarder cet acte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fait isolé d'un individu violent qui a voulu, je le rappelle, porter un coup au président de la République. Il y a une enquête qui est en cours. Je crois que des perquisitions ont eu lieu. Je ne dispose pas d'informations sur ce point autre que celles que je lis dans la presse. Mais vous m'avez entendu ce matin sur une radio dire qu'il me semble que l'auteur de cette agression n'est pas Monsieur Tout-le-Monde. Et les informations que vous évoquez devant moi semblent le confirmer. Bonjour Monsieur le Ministre, Mathieu Coache, BFM TV. Sur la même thématique, BFM TV révèle que le président de la République avait été informé juste avant cette gifle de la dangerosité possible de ce bain de foule. Il a fait le choix d'y aller. Est-ce que cela veut dire que la physionomie de ses déplacements va changer dans les jours, dans les semaines qui viennent? Et est-ce qu'il a fait preuve d'une imprudence? Non, alors sur ce point, je ne crois pas que cette information soit exacte. Je vous le dis, cette information d'ailleurs n'est pas exacte. Il n'y avait pas eu d'alerte particulière sur ce moment, ce bain de foule. Il y a évidemment une vigilance permanente
du groupement de sécurité de la présidence de la République, mais il n'y avait pas eu d'alerte particulière sur ce moment précis. Il y a évidemment une vigilance, mais je le redis, comme je l'ai dit là aussi ce matin, évidemment que le président de la République, comme d'ailleurs les membres du gouvernement, va continuer à aller au contact, sans filtre, comme ça a été dit, avec les Français. Il y a eu par le passé des responsables politiques, j'ai eu l'occasion de le dire, qui peut-être faisaient parfois venir des militants derrière des barrières pour donner le sentiment qu'il y avait des échanges et des contacts avec les Français, alors qu'en réalité, les choses étaient très organisées. La réalité, c'est qu'il y a une vigilance, évidemment, mais il y a un souhait du président de la République et du gouvernement d'avoir des contacts les plus directs possibles, et évidemment que cela se poursuivra. Et j'entends votre réaction, mais nous confirmons cette information, donc, selon laquelle le président avait bien été prévenu quelques instants avant. Je ne sais pas qui vous a communiqué cette information, mais je vous donne la réalité des faits. Bonjour, Frédéric Delpech pour LCI TF1. Pour poursuivre sur ce sujet, est-ce que tout de même, il n'y a pas une inquiétude du chef de l'État sur la situation de violence dans le pays? Vous dites cas isolé, mais on a vu quand même ces derniers jours, notamment, il y a eu cette vidéo dévoilée par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude aujourd'hui générale à la veille, surtout d'une campagne présidentielle qui s'annonce très mouvementée? Non, mais vous savez, d'ailleurs, ce matin, le président de la République, en revenant sur le déplacement à Valence, l'a dit. Il y a de la violence dans notre société. Et la violence que nous poursuivons, que nous traquons, c'est celle qui conduit à ce que des femmes soient victimes des coups de leurs conjoints. C'est celle qui conduit à ce que des Français soient au quotidien agressés dans leurs déplacements dans l'espace public. C'est celle qui conduit à ce qu'il y ait des trafics qui s'organisent et qui parfois financent une criminalité encore plus grave, encore plus importante sur un territoire. Et évidemment que cette action, elle doit se poursuivre sans relâche. Pour le reste, s'agissant du débat plus politique, moi je redis que le débat s'arrête là où commence la violence verbale ou physique. Et donc évidemment, sur ce point-là, parce qu'aussi il faut se garder de toute banalisation, il convient d'un sursaut sur ce point. Et encore une fois, moi je me réjouis d'avoir entendu hier une unanimité des forces politiques pour dénoncer ce qui s'est passé. Jacques Serret, RTL. Est-ce que le tour de France du président va se poursuivre, se dérouler comme prévu dans les prochains jours, les prochaines semaines? Est-ce que le dispositif de sécurité qui l'entoure va être revu? Je viens de vous dire à l'instant que, évidemment, le président va continuer à aller au contact des Français comme cela a été prévu et qu'il a évidemment toujours avec lui un dispositif de sécurité, du GSPR comme on dit, qui va évidemment continuer à être à ses côtés pour avoir cette vigilance que j'évoquais il y a un instant. Mais encore une fois, le lien direct, le contact direct avec les Français est un élément qui est extrêmement précieux pour le président de la République. Parce que par ailleurs, notre pays est à un tournant. Parce qu'on sort, on l'espère durablement, d'une des pires crises sanitaires de notre histoire. Parce qu'il y a encore une crise économique, des risques économiques. Parce qu'il nous faut reconstruire le pays et relancer l'économie. Et pour ça, il faut évidemment faire des choix. Et que pour construire ces choix, pour prendre ces décisions, il n'y a rien de mieux et de plus adapté que le contact et l'échange direct avec les Français. Et donc évidemment qu'il va se poursuivre dans les semaines qui viennent. Le président a évoqué cette date du 21 juin pour donner des perspectives au secteur des discothèques. Est-ce que vous pouvez les réponses du porte-parole du gouvernement autour des suites, des conséquences de ce qui s'est passé hier et de la gifle au président de la République? Alors 3 éléments, et je voudrais vous faire réagir. Pas de banalisation de ce qui s'est passé, mais pas de lien direct aussi, et il le répète, Gabriel Attal, avec un climat plus large de violence dans le pays, dans le débat public et politique. Emmanuel Macron qui continuera ce qui a été appelé, et là c'est de la communication, le tour de France. Il n'y a pas eu d'alerte, confirme, ou en tous les cas maintient le porte-parole du gouvernement sur d'éventuelles menaces par rapport à ces entrées en direct du président avec la foule quand elle attend quelque part. Je vous présente qui nous a rejoint autour de ce plateau, c'est Valérie Gomez-Bassac. Bonjour à vous. Bonjour. Députée du Var, porte-parole du groupe La Majorité à l'Assemblée. Toujours avec nous Kevin Bossuet qui est professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Madame la sénatrice Les Républicains Jacqueline Eustache-Brinio, notre éditorialiste politique Olivier d'Artigol. Kevin Bossuet, vous, quand je vous ai posé tout à l'heure la question, vous m'avez dit non, il y a un lien pour moi et on ne peut pas le décorréler. Mais selon vous, pourquoi le président, sans banaliser ni relativiser, mais il dit bon, voilà,
Ça s'est passé, c'est un fait, mais il n'y a pas pour lui, et le porte-parole le dit, quand même, ce n'est pas le symptôme d'un climat de violence. Pourquoi, selon vous, ce discours qui est tenu, et en quoi est-il faux de votre point de vue ? Tout simplement parce qu'il ne veut pas porter la responsabilité du climat pourri qui est en train, en effet, d'inonder la sphère politique. Parce que la vérité, c'est que pendant 4 ans, Emmanuel Macron a beaucoup clivé le pays. Et ce qui m'a le plus choqué pendant ces 4 ans, c'est finalement le mépris social qui est venu de la part du président de la République vis-à-vis de ce qu'on peut appeler les petites gens. Quand il va dans une gare et qu'il nous raconte que finalement, on croise dans une gare les gens qui ont réussi et les gens qui ne sont rien. Quand il parle des ouvrières dans les abattoirs comme étant des illettrés. Et encore récemment, quand il dit à quelqu'un finalement qu'il alpague, que c'est en gros que c'est un moins que rien et qu'il ferait mieux de se taire, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Le respect engendre le respect et l'irrespect engendre l'irrespect. Et c'est vrai que quand on a en face Emmanuel Macron, on a un peu l'impression que c'est finalement le président des élites, le président des sachants contre un peuple qui ne comprend rien. Souvenez-vous de la réforme des retraites où ceux qui la critiquaient sont tous passés comme des gens incultes et des gens finalement qui n'étaient incapables de comprendre cette réforme. Ce n'est pas possible qu'on est président de la France, on est président de tous les Français et pas seulement président d'une toute petite partie de nos compatriotes. Valérie Gomez-Bassac, c'est intéressant. Vous réagissez à cela comment ? Intéressant, bon, c'est l'interprétation que monsieur en fait. Moi, évidemment, je ne ferai pas la même. Alors, sur l'acte, il ne faut pas banaliser parce que c'est vrai que c'est un acte qui est inacceptable. Quand on s'en prend au président de la République, on s'en prend à une institution. Donc, il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas non plus faire le buzz dessus. C'est-à-dire qu'en effet, c'est l'acte d'un individu. Maintenant que l'on place cet acte dans un contexte plus large qui est le manque de reconnaissance de l'autorité de manière générale, ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte... on se rend compte que les forces de l'ordre dans les cités, elles se font caillasser. On se rend compte que les pompiers se font attaquer, que les médecins, que les enseignants, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un problème sociétal, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, ce n'est pas du fait d'Emmanuel Macron, mais vous êtes au pouvoir depuis 4 ans. Et donc quel sursaut ? C'est ça qu'on a envie de savoir. Parce que l'autorité ne se décrète pas. C'est ce qu'il y a de plus difficile, finalement, à insuffler aujourd'hui. Bien sûr, c'est recréer de la citoyenneté. C'est vraiment sur les programmes éducatifs. C'est de tout petit qu'il faut réapprendre et continuer ou apprendre à nouveau le poids de l'autorité. Maintenant, sur la visite du président, juste un mot. Alors, ce qui me fait un peu sourire malgré cette situation, c'est le fait que pendant des années, j'ai entendu dire tous les déplacements du président de la République sont organisés, il choisit les personnes qui viennent saluer, etc. Là, quand même, un peu, voilà. On voit qu'il y avait quand même. Ne tombons pas dans les deux excès. Mais pourquoi quand Madame la députée parlait de l'éducation des plus petits, vous aviez l'air sceptique? Oui, j'étais sceptique. J'ai beaucoup de respect pour Madame la députée, mais on sent bien là la déconnexion. Le gros problème qu'il y a dans notre autorité, finalement, c'est la rupture du lien de confiance. Regardez ce qui se passe dans l'éducation nationale. Quand un élève insulte un enseignant, la première réaction de l'enseignant, c'est qu'il a peur. Il n'a pas peur forcément de l'élève, il a peur du principal, il a peur de l'institution, il a peur que finalement on lui reproche quelque chose. La peur a changé de camp et c'est exactement la même chose chez les policiers. On ne nous fait plus confiance, on essaye de mettre la misère sous le tapis et on fait en sorte de la contenir pour ne pas que ça explose. Et nous, agents de l'État, nous fonctionnaires de la République, on est sur le terrain, pris entre les revendications en effet de la population qui sont bien légitimes et de l'autre une institution qui ne nous fait plus confiance, voire qui nous lâche complètement dans la nature. Juste un petit point sur la déconnexion quand même, si vous permettez, parce que donc, monsieur le professeur, vous enseignez, mais j'enseigne également, je suis maître de conférence et j'enseigne toujours. Donc la déconnexion, excusez-moi, je vois mes étudiants comme tout le monde. Moi je parlais du secondaire, pas du supérieur, ça doit être différent dans le supérieur. Non, les choses ont changé également. Bon, moi j'adore mes étudiants et tout se passe bien, etc. Mais on voit bien qu'il n'y a pas la distance qu'il pouvait y avoir il y a 20 ans entre l'enseignant et l'étudiant. Donc j'ai jamais eu de problème de respect ou de manque de respect de l'autorité ou quoi que ce soit. Oui. Mais malgré tout, on sent que les rapports ont changé, sont plus familiers. Moi, j'aimerais bien intervenir parce qu'il y a deux choses. Ce geste, il est significatif du non-respect de la position du président de la République, et ça, c'est insupportable. Le président de la République, comme tout être humain, j'ai envie de dire, on ne le gifle pas. Puis le président de la République, comme je disais tout à l'heure, il est en haut et il doit rester là-haut. Alors, mais Emmanuel Macron, il a cette double difficulté, c'est qu'il veut être au milieu de tout le monde. Je reste persuadée qu'il a
eu une attitude personnelle sur cet incident qui a mis en cause, qui aurait pu mettre gravement en cause son intégrité, parce qu'il n'a pas respecté les consignes. Clairement, on le sait, hein, les hommes et les femmes politiques, on en a croisé beaucoup. Quand il y a des bains de foule, c'est hyper organisé. Les bains de foule d'un président de la République sont organisés, sécurisés dans son entourage proche et dans la foule elle-même. Parce que depuis hier, moi j'entends dire, est-ce qu'il y a une faille, les bains de foule, vous dites, vous inversez le problème en disant que c'est lui qui a été... Bien sûr, les bains de foule d'un président de la République, c'est pas le premier à en faire, ce ne sera pas le dernier, ça a toujours existé et c'est hyper sécurisé. Moi, je voudrais dire autre chose, c'est que ce geste-là, il est effectivement inadmissible, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette violence dans notre société, parce qu'il y a une violence qui s'est accrue depuis quelques années, elle met en cause notre démocratie, notre liberté. Mais vous voyez, hier, il y a quand même quelque chose d'important. Tout le monde, toute la classe politique a condamné ce geste et c'est normal. Moi, ce qui me gêne, c'est quand d'autres citoyens sont menacés, il n'y a pas ça. Mila, aujourd'hui, et je veux en parler, Mila, aujourd'hui, elle est menacée comme jamais. On lit des choses sur cette jeune fille qui est en plein procès. Le président de la République, ça aurait été tout à son honneur de soutenir cette jeune fille qui est menacée, enfermée, isolée, protégée. Vous avez un doute sur le fait qu'il ne la soutienne pas en public, excusez-moi, mais il n'y a pas que lui. La classe politique, dans son intégralité, devrait soutenir Mila aujourd'hui. Parce que c'est notre liberté, notre démocratie. Les policiers, quand ils sont menacés, tous, les élus, quels qu'ils soient, droite, gauche, on s'en fiche, les élus, toute la classe politique devrait soutenir. C'est ça aussi, quand on parle d'autorité. Ouais, non, mais je ne parle pas de vous. Je parle pas de vous. Non, je disais pour les députés, quand on a été tagués. Non, mais je ne parle pas de vous. Je parle de la classe politique générale. Aujourd'hui, la classe politique, elle a fait bloc derrière le président, et c'est bien. Et bien sûr, d'autres pans de la société, y compris Mila, y compris les policiers, la classe politique devrait. Parce que c'est aussi ça, notre autorité. Pourquoi c'est très important ce que vous dites? Parce que ceux qui nous regardent, enfin nous, les simples citoyens, on banalise le reste. Bien sûr, on a été choqués parce que c'est aussi nous agresser. Mais quand ça nous arrive, ça arrive à quelqu'un qui incarne l'autorité, il faut qu'il y ait le même sursaut également. C'est pour ça que les mots sont importants quand on dit attaque la nation. C'est à condamner fermement, mais va-t-on jusqu'à... Il faut aller jusqu'au bout. Mais je faisais référence... Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Sur l'actualité des dernières semaines, on va d'électrochoc en électrochoc. Il y a des actus qui nous ont saisis jusqu'à l'effroi. Par exemple, le fait qu'on puisse véritablement, dans notre pays, apporter des réponses plus fortes au nombre de féminicides, pour de vrai, c'est un vrai sujet. Après, il y a deux options, Sonia Mabrouk. Dans le débat public par rapport à la crise d'autorité, et je partage le diagnostic qui a été fait sur ce plateau, il y a deux options. Ou alors une option de dire, de toute manière, on a pris la pente, c'est la glissade permanente, on ne pourra pas se ressaisir, il n'y aura pas de sursaut, et on va vers, si ce n'est la guerre civile, des moments très chaotiques. Certaines théorisent ça, que c'est plié. Et il y en a d'autres dans le débat public, de toute sensibilité politique d'ailleurs, qui disent non. D'accord. On peut faire face. Mais avec quelle solution? Moi, je veux bien qu'on dise non. On peut faire face, et je pense, et j'espère que les mois à venir permettront de serrer certaines questions et d'approfondir le débat de solutions. Mais il ne faut pas la pensée magique, c'est-à-dire dire non. Heureusement qu'on dit non. Ah non. Mais dans ce cas-là... Mais souvenez-vous d'un climat politique il y a encore quelques années où on pouvait créer des consensus sur des solutions à partir d'un débat qui, au début, était un peu aiguisé. Aujourd'hui, c'est toujours un choc frontal sans que personne, y compris, ne puisse s'écouter. Monsieur D'Artigol, quand il y a eu les propos de Jean-Luc Mélenchon, quand même. Oui, on peut en parler, bien sûr, aucun problème. Il y a eu quand même, mis à part le parti La France Insoumise, une forme d'unanimité sur ça. On est d'accord là-dessus. Donc il y a encore ces réflexes, ils sont là quand on... Mais je connais bien Jean-Luc Mélenchon pour avoir été co-directeur de sa campagne en 2012. C'est là où je voulais vous amener. Oui, je sais, même si aujourd'hui j'ai un positionnement différent d'analyste et de commentateur. Mais Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il est dans une période difficile, appuie toujours sur cette stratégie qui est de la conflictualité, sauf ce coup... Non, mais il le théorise, Sonia Mabrouk. Vous connaissez comme moi. C'est une théorie de la conflictualité. C'est que vous lui trouvez ?
Non, j'explique sa stratégie, qui est une stratégie de faire naître de la conflictualité, du buzz, pour faire une prise de judo et pour après essayer de reprendre la main. Vous avez vu il a d'ailleurs théorisé. Je pense simplement que sur la corde est un peu usée. Vous avez vu le premier sondage? Oui, je l'ai vu. Je le regrette d'ailleurs. La chute est rude. Oui, je le regrette parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire bien d'autre chose. C'est ça qui est regrettable par rapport à cet homme lettré, c'est un intellectuel en politique. Discours il y a quelques années. C'est un intellectuel et un républicain. On joue pas avec ça. On peut pas jouer avec ça aujourd'hui. C'est trop dangereux. On peut pas jouer avec ça. C'est très dangereux. Un éclairage sur sa stratégie du moment. Oui, mais on est dans une France fracturée. On peut pas jouer avec ça. On peut pas. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon abîme la République et il sait très bien ce qu'il fait. Cet homme qui est cultivé, cet homme qui est intelligent, cet homme qui pendant des années a défendu la République et a défendu la laïcité est en train de sombrer pour des raisons électoralistes. Quand il y a un peu plus d'un an, il participe à cette marche de l'islamophobie contre les islamistes au sein de laquelle finalement il y avait de l'antisémitisme, au sein de laquelle on a jeté en peinture un homme respectable comme Jean-Michel Blanquer, c'est juste une honte. Cet homme jette des bidons d'essence sur le feu de cette société française et dans nos banlieues, ses propos ont des conséquences terribles. S'il y a une montée de l'antisémitisme, c'est aussi parce qu'il y a des responsables politiques qui jouent notamment avec l'antisionisme qui n'est que le faux-nez de cet antisémitisme et finalement il ne fait que légitimer ce discours. Et aujourd'hui le cordon sanitaire n'est plus autour de Marine Le Pen, le cordon sanitaire est autour de Jean-Luc Mélenchon. Alors je pense qu'il nous faut aussi un peu de nuance dans nos réactions. Je pense qu'on peut critiquer la politique de l'État d'Israël sans tomber dans de l'antisémitisme. Moi, je suis toujours là-dessus extrêmement ferme sur un certain nombre de repères sur lesquels on ne doit pas lâcher. Sinon, on en arrive nous-mêmes à appauvrir le débat politique et l'appauvrissement. Sur un sujet sensible, antisionisme et antisémitisme, certains y mettent un signe d'égalité. Oui, donc sur le même plan. Oui, donc nécessité de rappeler ce que j'ai dit. Beaucoup se cachent derrière quand même. Vous savez, dans les cités, c'est pour ça qu'il faut rappeler la nature des mots et leur signification première. Alors, je voudrais qu'on revienne évidemment sur Emmanuel Macron. Hein, c'est ça notre sujet. Je voudrais qu'on écoute, parce que tout à l'heure, c'était les informations CNews. Je vous ai dit que l'un des suspects avait chez lui des armes à feu dont on ne connaît pas encore précisément la nature, et puis un exemplaire de Mein Kampf. Et je voudrais qu'on écoute le troisième individu, celui qui était là avant l'agression, avant la gifle, qui apparemment n'est pas resté après, donc il n'a pas été ni interpellé, je ne sais pas, peut-être, très probablement peut-être interrogé, je ne sais pas, mais écoutons-le à notre micro. Ah non, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout royaliste. Par curiosité, il a regardé sur Internet ce que c'était, mais pour lui, c'est des gens qui ont aucun propos qui est correct, quoi. Donc non, royaliste, pas du tout. C'est plutôt une personne qui prendrait plutôt une république du peuple pour le peuple qu'un royaliste. Et c'est vrai que quand on entend un monsieur comme monsieur Macron qui dit que la France n'a pas de culture, c'est quelque chose qui lui fait du mal, qui nous fait du mal. Et c'est le pauvre monsieur Macron qui a pris. Mais je me suis dit aussi, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il n'est pas comme ça. C'est une personne, il n'a jamais fait un écart de sa vie. La phrase « Montjoie Saint-Denis », c'est comme si c'était Jean Reno dans Les Visiteurs qui criait « Montjoie Saint-Denis ». C'est plus une référence cinématique qu'une référence royaliste. Bon, voilà. Est-ce qu'il là, il cherche clairement à... Oui. Nous sommes d'accord. L'enquête va dire quand même ce qui a été retrouvé chez l'un des suspects est assez une diversion, mais éloquent. Mais moi, j'étais frappée par quelque chose, parce que c'est marrant. Vous avez eu, on a dit ultra-droite, royaliste, extrême-droite, gilet jaune. C'est parti à zig à zag et de zag à zig. Je veux dire, comme il faut pouvoir nommer les menaces quand il y a, et je le dis souvent moi, quand il y a l'idéologie de l'islamo-gauchisme, tout comme il faut pouvoir, il ne s'agit pas d'hierarchiser, mais nommer les menaces aussi quand elles sont de ce fait-là. On n'arrive pas. On n'arrive pas. J'espère que les éléments d'enquête nous permettront de dire et de nommer. Parce qu'après, on a un débat difficile si on ne sait pas ce qu'on doit commenter très précisément. Quelle que soit la menace, il faut la nommer. Les ennemis de la République, tous, il faut les nommer. Tous, il faut les dénoncer. Qu'ils soient d'extrême droite, d'extrême gauche, l'islamo-gauchisme, parce que souvent on met des nuances. Tous les ennemis de la République, on doit les dénoncer. Pas que les uns et que les autres, non. Tous les ennemis de la République, il faut savoir les dénoncer, lutter contre eux et savoir accepter l'arrêté de ce qui nous entoure. Il y a des gens qui mettent la République en danger.
à l'extrême droite, à l'extrême gauche, dans les milieux islamistes, à travers l'enquête, de voir véritablement. Pour moi, il n'y a pas plus de gravité. Il n'y a pas plus de gravité chez les uns que chez les autres. Ils sont tous des menaces, tous. Il n'y a pas de graduation, c'est tous des menaces. Il faut éviter les raccourcis. Là, c'est vrai qu'on n'a pas encore les éléments de l'enquête, donc on attend. Mais après, en effet, quelle que soit l'origine, les causes, etc., tout doit être condamné. Maintenant, quand j'entends les propos de l'ami de l'agresseur, je trouve que il ne faut pas banaliser non plus. C'est-à-dire que là, on sent qu'il atténue, il a employé tel mot, mais c'est peut-être que c'est ce qu'il sait de son respect. C'est le témoignage d'un ami, c'est appeler un ami. Oui, c'est un témoignage, il s'exprime comme ça, ce monsieur. La vérité, c'est qu'on ne sait rien de cet individu. Il y a une forme d'instrumentalisation politique autour de cela. Oui, il y a une instrumentalisation politique, parce que hier, je regardais sur les réseaux sociaux, évidemment que l'extrême gauche s'est jetée sur cet individu pour nous raconter, en effet, que c'était quelqu'un d'extrême droite. Alors moi, je veux bien que ce soit quelqu'un d'extrême droite, mais le problème entre... Alors, tout d'abord, c'était un royaliste, et de l'autre, maintenant, on nous raconte qu'il a un exemplaire de Mein Kampf. Entre le royalisme et, en effet, le nazisme, il y a quand même une très grande différence. Il y a une forme d'antagonisme. La vérité, c'est que dans notre public, il y a une extrême gauche et une extrême droite, en effet, qui malmènent la République. Regardez ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle. L'assassin de Sadi Carnot, du président de la République, c'était un anarchiste italien. Donc, il y a dans notre pays des forces, en effet, contre lesquelles il faut lutter, mais je n'aime pas quand finalement, quand c'est quelqu'un d'extrême droite, l'extrême gauche se réjouit, et quand c'est quelqu'un d'extrême gauche, l'extrême droite se réjouit. Ça, c'est une honte. C'est la République qui est abîmée. C'est vrai ce que vous dites. C'est pour ça, on peut pas se satisfaire bien évidemment, qu'il peut y avoir des postures et des... Ce que je veux simplement vous dire, et je le dis depuis hier soir, c'est qu'on peut d'autant plus en discuter que le travail journalistique, et je l'espère le travail d'enquête judiciaire, permettra de préciser le profil, et on pourra donc dire ce qui s'est passé, comment ça a été... Combien de fois faudra-t-il rappeler que toutes les menaces de qu'elles viennent sont graves et dangereuses à dénoncer, dénoncer quand elles viennent de l'extrême droite, dénoncer évidemment la menace islamiste qui tue dans notre pays. Bien sûr. Qui tue. Qui tue ou qui enferme ou qui fait que des gens sont protégés dans notre pays parce qu'ils parlent trop. Enfin voilà, il y a quand même. Il y a des gens dans notre pays qui ne vivent pas dans une totale liberté, ils sont protégés. Écoutons la députée qui était hier avec, peut-être qu'on n'avait pas entendu encore ce son, qui était hier avec le président député de la Drôme, à côté, tout juste vraiment à côté. On la distingue un peu d'ailleurs dans les différentes images de l'agression du président. Écoutons-la. Alors, attendons les résultats de l'enquête. Moi, c'est vrai que par le plus grand des hasards, je me dirigeais vers ma voiture parce que j'avais fait le choix de ne pas être dans le convoi. Et donc, je suis passée vers ces gens, j'ai discuté avec eux. C'était des habitants très heureux de rencontrer le président de la République et qui attendaient leur selfie. Et on verra ce que l'enquête dira sur les circonstances exactes et puis sur les motivations de l'agresseur. C'est une agression qu'il faut condamner, qui sera sanctionnée. Je n'ai pas l'impression, mais c'est juste une intuition, qu'elle ait des motivations politiques. Je pense que c'est le passage à l'acte de quelqu'un qui voulait ces quelques secondes de notoriété. Et ben, ça s'est transformé en beaucoup d'heures de notoriété et pour des faits, je le répète, qui sont absolument condamnables et sanctionnables. Bon, nous verrons. Oui. Parce que les intuitions des uns et des autres... Le fait qu'ils veulent de la notoriété, je ne suis pas sûre que ce soit sa motivation. Il a peut-être une détestation du président. Bon, voilà, ça justifie absolument ce qu'il a fait. Mais enfin, il ne faut pas non plus dire qu'il voulait... Non, il a eu un geste qui... Voilà, c'était son geste. Pause. Emmanuel Macron, qui là, au Conseil des ministres, a dit à propos de cela, il ne faut ni banaliser, ni dramatiser. Ni. Ben voilà. Ça résume un peu d'ailleurs ce que vous dites depuis tout à l'heure. On marque une pause. L'autorité, on en parle. Les écoles, la société, un petit peu partout. Et puis les bonnes nouvelles réjouissantes. Aujourd'hui, peut-être que vous nous regardez installés tranquillement dans un restaurant bistrot. Il y a une télévision et que vous nous voyez sourire. Ça fait du bien, évidemment. Cette étape importante du déconfinement. Et attention aux professeurs. Delfrécy. Gafarus. Les mises en garde sont importantes, légitimes. Mais s'il vous plaît, respirons un peu. À tout de suite. Merci d'être avec nous, Midi News, et surtout avec nos invités et puis nos journalistes sur le terrain. Je vous ai dit aujourd'hui, évidemment, vous le savez, vous êtes peut-être attablés en salle, ou en terrasse, c'est ouvert depuis un certain temps désormais, dans un restaurant, un café, un bistrot. L'art de vivre à la française, ce n'est pas un slogan. Et il est éprouvé par notre journaliste Kinsen. Vous êtes dans le 14e arrondissement, dans le restaurant Backstage, où je vois... Il y a beaucoup de monde, tout se passe bien pour le restaurateur. C'est un restaurateur heureux, certainement.
Oui, exactement, Sonia. Pour l'instant, tout se passe bien. Et justement, pour nous en parler, je suis avec Pierre Arnoux. Vous êtes propriétaire depuis le 18 février 2020. Vous avez fermé le 14 mars 2020 pendant 6 mois. C'est un grand jour aujourd'hui pour vous. Ah oui, je suis très content d'avoir pu réouvrir le backstage là dernièrement. Alors, certes, que jusqu'à 19h, jusqu'à 21h jusque-là. Mais aujourd'hui, on va pouvoir enfin servir nos clients jusqu'à 23h et c'est vraiment super, c'est vraiment incroyable. Vous avez le sourire, alors ce qui compte pour vous, c'est surtout cette terrasse éphémère qu'on voit au loin, car vous me disiez, vous pensez seulement faire 10% de votre chiffre d'affaires avec le service en salle, car il fait très beau aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que là, on a un temps magnifique là sur Paris, donc on profite de la terrasse, comme tous les clients. Et du coup, la terrasse éphémère, elle sert à ça aussi, à pouvoir faire venir du monde. Et malheureusement, moi, je suis installé sur un emplacement de livraison. Et a priori, le 30 juin, il faudra que je l'enlève. Donc, j'espère que des dérogations seraient possibles. J'attends de voir ça plus tard. Voilà. Il y aura forcément un impact financier. Ça comprend 18 couverts. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, si je venais à l'enlever, on verra ce que ça donnera. Mais aujourd'hui, ça me permet de garder mon effectif total au niveau des salariés. Demain, si je devais l'enlever, je ne sais pas. On verra. On verra de ce que nous amènera demain, quoi. Alors, c'est le service du soir qui sera très, très important pour vous. Vous avez rajouté un chef cuisinier en cuisine. Pour vous, ce soir sera décisif ? Voilà, ça va nous donner une idée en fait de l'été à venir. Jusqu'à présent, donc à 21h, les gens étaient un petit peu timides. N'osaient pas trop commander à manger, entrée, plat, dessert, ça faisait beaucoup. Donc ils prenaient tout ça sur le pouce, des petits tapas. C'était chouette aussi, mais maintenant, oui, j'espère qu'on va pouvoir faire un peu de restauration. On est là pour ça. Oui, mais justement, Pierre, vous me disiez, la reprise sera progressive parce qu'on est dans un quartier de théâtre. Il y a plus de touristes, il y a très peu de passants. Et la plupart des théâtres qui se trouvent dans le quartier sont toujours fermés. Donc vous me disiez tout à l'heure, le chiffre d'affaires, ce qui est perdu, c'est perdu, mais la reprise sera progressive. Oui, en effet, ouais. La reprise, on l'espère, sera pour septembre, avec la réouverture des théâtres qui sont autour, où là, je m'attends quand même à recevoir beaucoup de monde. Il y a une capacité d'accueil des théâtres à hauteur de 2000 personnes. Et là, actuellement, avec les jauges qui sont à 65%, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, malheureusement, les plus gros théâtres n'ont pas rouvert. Et du coup, il y a peut-être 100 personnes dans le quartier pour les théâtres. Merci beaucoup pour votre témoignage sur CNews. Vous l'aurez donc compris, Sonia, la reprise sera progressive avec néanmoins un protocole sanitaire très strict. Tous les clients doivent inscrire leurs coordonnées sur un tableau journalier, mais eux, tout comme vous et moi, Sonia, on pourra prendre le temps de dîner ce soir, si on le souhaite, dans un restaurant avec une fermeture prévue à 23h. Rendez-vous pris, Kin. Je vous attends et je vous rejoins avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Kinsen, avec Olivier Gangloff. Bon, derrière les masques, il y a les sourires. On ne les voit pas des restaurateurs. Ça me permet de vous poser la question. En extérieur, Madame les députées, qu'est-ce qu'on attend ? Consensus scientifique pour le masque en extérieur, mais on nous dit qu'il faut le garder, vous comprenez, comme si on allait oublier tout ce qu'on avait vécu et qu'on serait moins prudent. Alors, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. En tout cas, moi, je préférerais que nous restions encore un peu prudents. Oui, non, mais ce n'est pas pour répéter ce que dit le... 30 juin, mais le 1er juillet au matin, vous pouvez l'enlever. Non, puis faire aussi un parallèle par rapport... Non, on n'a pas d'éléments précis. Faire aussi un parallèle par rapport à l'avancée des vaccinations. Attendez, je suis la première à avoir envie d'enlever le masque. En plus, j'habite au bord de mer, donc... je suis élue en bord de mer. Donc voilà, ça serait très, très agréable. C'est vrai que c'est compliqué avec la chaleur, etc. C'est compliqué. Puis on a envie de se revoir. On a envie de recréer ce lien. De manière rationnelle. Mais bon, les études moi, je pense que s'il faut le garder encore 2 mois pour dire que... Non, d'accord. D'accord. Non, mais j'ai pas d'informations. C'est un sentiment. Oui, c'est parti déjà pour au moins quelques semaines. En plein air, ça devient réellement irrationnel. Dans les faits, le masque en extérieur n'est déjà plus une réalité à certains endroits. Regardez en Lozère, par exemple. Regardez dans le Cher, à part dans le centre-ville de Bourges. Et heureusement, parce que toutes les études scientifiques nous disent en effet que finalement, le masque à l'extérieur ne sert strictement à rien. Regardez ce qui est en train de se faire dans d'autres pays étrangers. Par exemple, aujourd'hui, la Belgique est en train de
supprimer ce port obligatoire du masque. C'est aussi le cas, par exemple, en Estonie. Donc, à un moment donné, il fait de plus en plus chaud, on en a de plus en plus marre. Donc, il faut peut-être... Moi, j'ai noté qu'il y a certains qui veulent le conserver aussi. Hein. Si on en avait écouté certains, on serait encore confinés de manière stricte, etc. Je vous assure, je vais parler à quelques personnes crainte, c'est de passer de l'intérieur à l'extérieur, au niveau des boutiques, etc., sans avoir le réflexe. Non, mais là, vous avez raison. Si on avait écouté certains... on serait... Oui, mais rappelons quand même que la communauté scientifique a trouvé le génome très tôt, a trouvé le vaccin, nous a permis de vacciner. Il y a aussi la réussite de la science de manière spectaculaire dans la dernière année. Moi, je crois qu'il faut faire confiance aux gens. Moi, dans la rue, je ne l'emporte pas tout le temps. Forcément, quand je suis seul dans une rue, je ne vais pas porter ce masque. Par contre, quand je vois qu'il y a un peu plus de gens, évidemment, je vais le porter. Donc, faisons confiance aux gens. Arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles. Et je pense que l'exécutif s'en porterait bien mieux. Je crois que le bon sens populaire. Le bon sens, au coin de la rue, il y a quand même des personnes qui sont inquiètes. Moi, je vois dans les transports ou quoi, quand une personne a son masque un peu on parle de l'extérieur. Tout à fait, oui, non, je sais. Mais je pense que la crainte, c'est de passer aussi de l'intérieur à l'extérieur sans avoir cette... Après, il faut penser que les gens sont responsables. Et effectivement, si on ne peut plus... Ils en ont fait la démonstration. Ils en ont fait la démonstration pendant plus d'un an. Donc, je pense que les gens comprendront bien que s'il y a une obligation pour tout ce qui est intérieur, ils le porteront à l'intérieur. Mais c'est vrai que l'extérieur, ça va être compliqué. Et puis on peut être content les images sur une plage, quelle qu'elle soit. Non, mais c'est juste impossible. Sur les plages, c'est même en plein milieu d'une forêt. Sur les plages, on doit plus. Mais même quand on est dans la rue tout seul. Dans la rue, voilà. Bon, après, on voit bien aussi que... Il y a déjà pas mal de personnes qui se promènent sans masque, qui le tiennent à la main ou sur les plages, on n'a pas... qui adaptent. On le voit, ça évolue. Et les conséquences du masque pour les enfants, en effet, sont dévastatrices. Et là, je ne parle pas du port du masque pour les enfants, mais je parle des adultes, en effet, qui portent le masque. Parce que la construction d'un enfant se fait aussi par mimétisme par rapport au visage, notamment des adultes. Civilisation. Après, ce qui marche, ce qui va nous aider, c'est que sourire dans la rue. La vaccination... Quand on vous sourit dans la rue, parce que vu le contexte qui est le nôtre... Mais ce qui nous rassure et ce qui va nous aider, c'est que la vaccination, ça marche. Les gens, ils vont... ça a tardé, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, on voit bien que les Français comprennent que c'est quelque chose qui va nous aider collectivement à sortir de ça. Les derniers éléments des suites après ce qui s'est passé hier. Alors, c'était une information CNews depuis tout à l'heure, le milieu de la matinée, avec ces armes retrouvées chez l'un des suspects, exemplaires de Mein Kampf, donc des armes à feu dont on ne connaît pas encore la nature, mais enfin, ce sont quand même évidemment des armes à feu. Donc, un profil quand même particulier, je ne sais pas comment il faut qualifier, mais un profil particulier du suspect. 2 individus interpellés, gardés à vue, Damien T, Arthur C. Nous ne donnerons pas les noms de famille. Il ne s'agit pas évidemment d'impliquer ou de donner de noms de famille, mais voilà pour les prénoms. Il y a ce 3e individu que vous avez entendu tout à l'heure, qui était là auparavant, mais qui n'est pas resté après. Sur le profil dont je vous parle, il y a aussi une fascination pour les combats médiévaux. Je ne sais pas quelle information ça peut donner sur un profil, ça, Olivier d'Artigol. Ça, c'est pas... On est d'accord. En même temps, on attend les éléments d'enquête. Il y a quelques éléments du puzzle qui commencent à montrer qu'il y a un environnement, mais laissons l'enquête donner les choses. Allez-y, oui. Ce qu'il y a de dingue, c'est que finalement, aujourd'hui, on est tous enquêteurs. Enfin, j'entendais hier des gens qui nous disaient finalement ce serait quelqu'un d'extrême droite parce qu'il sera abonné à des comptes comme celui de Julien Rogy, etc. Mais moi, je suis abonné à des comptes comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, je ne suis pas un mélenchoniste dans l'âme. Donc, à un moment, je l'ai ressenti. Non, je l'ai senti quelque peu. Non, mais attendez, le sujet... Non, mais évidemment, là, il ne s'agit pas de pousser... ce sont des informations CNews. Il y a un travail journalistique. Qui vont être recoupées. C'est le travail journalistique. Parfois aussi, ce sont des informations que nous récupérons et qui donnent quand même une tonalité. C'est ce qui vous a fait dire tout à l'heure, pas seulement ça, que selon vous, M. d'Artigol, il y a peut-être une connotation Je pense qu'il y a une intentionnalité. Ou une intentionnalité, ça c'est et qu'il y a un profil politique qui peut se dégager. On en aura la confirmation ou pas. Alors, quand le président dit ni banaliser, ni dramatiser, comme nous l'a rapporté Loïc Signor, qui a beaucoup d'informations, je remercie Loïc depuis hier, depuis toujours d'ailleurs, mais hier en particulier, beaucoup d'informations sur ce qu'a dit le président. Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, Madame la députée, que finalement, même dans la sanction de ces suspects, il faudrait, non, pas. Je pense que ces propos, c'est par rapport à tout ce que l'on dit nous tous autour, c'est-à-dire qu'il faut pas banaliser parce qu'on s'en est pris tout de même au président de la République. Il faut pas non plus dramatiser parce que
malgré tout, la majorité des Français respectent les institutions. Donc, il ne faudrait pas donner toute la lumière. Mais moi, sur je cet pense acte. pas. Kevin Bossuet, qui est professeur, et qui se dit, mais quand il voit cette vidéo, c'est-à-dire quand même... Quelqu'un si qui le peut président porter, prend une, élever la main. C'est ça. Alors si on atteint le président, mais alors bien sûr c'est grave, c'est pour ça qu'il faut pas minimiser. C'est pas minimiser, le disait en première partie. Comme quand on s'en prend à la police, aux pompiers, aux enseignants, etc. D'ailleurs, c'est en cela que les conséquences sont dévastatrices. Dans ces gestes-là, c'est ce que dit souvent le Français, le citoyen. Il se dit, mais si on gifle le président de la République, moi je suis quoi? Je suis rien et qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est une vraie question. C'est une vraie question. Oui. Voilà, ça c'est important de le dire. Et il faut pas minimiser ce geste. Non, personne ne le fait. On gifle le président, mais on fait quoi au gamin qui est à côté? Enfin, ou même moi, je suis habitant, je représente qui? Je représente quoi? On va me marcher dessus, on va m'écraser, ça n'aura pas d'importance. C'est très grave. Je peux le dire, Jacqueline Eustache-Bruno, que l'élu que vous êtes a connu des moments très difficiles. Moi, quand j'ai connu des moments très difficiles. Vous avez eu même un moment devant votre domicile, c'est le cas. Moi, je suis l'exemple même de la femme menacée. Mais en fait, les habitants qui ont partagé avec moi ces difficultés, ils me disaient, mais madame, si on s'en prend à vous, c'est pour ça que je le dis là, moi ils me l'ont dit, si on s'en prend à vous, madame, de cette manière, nous on représente quoi? On ne va même pas vous respecter. Si on ne vous respecte pas, si on ne vous... Moi vraiment, les habitants qui ont partagé avec moi tout ce que j'ai vécu me disaient, mais si vous on vous attaque, si vous on ne vous respecte pas, mais moi je suis quoi? Parce que moi, je suis rien. Donc, du coup, vraiment, c'est très, très important. Ce sont nos garde-fous. On ne peut pas banaliser ces gestes-là. On ne tape pas un président de la République, on ne banalise pas. C'est pour ça que l'équilibre trouvé dans l'expression de l'entourage d'Emmanuel Macron, à la fois, on peut le comprendre, mais il ouvre une brèche. Mais bien sûr. Non, mais il faut une sanction à la hauteur de l'acte. Cet acte est inadmissible, cet acte est inacceptable. Si on peut marcher comme cela sur le président de la République, ça veut dire qu'on peut marcher sur n'importe quel Français. Exactement. Regardez ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle quand Émile Loubet a subi aussi une forme d'humiliation dans une tribune de l'hippodrome d'Auteuil. La personne a pris 10 ans ferme. Quand Nicolas Sarkozy a été alpagué il y a quelques années, l'auteur des faits n'a pris seulement que 6 mois de prison avec sursis. On sent là bien la déliquescence de notre société. Donc il faut réaffirmer l'autorité de l'État. Et cette personne qui a fait ça doit être condamnée très sévèrement parce que la violence n'est pas que physique, elle est aussi symbolique. Et puis le relativisme est une des difficultés de notre société. Même des maladies on relativise tout. On relativise tout, rien n'est grave. À force de relativisme surtout, voilà où nous en sommes. Voilà, une société... Moi, je ne suis pas... pessimiste. Je crois toujours que les sursauts existent et nous avons, nous, une parole qui est importante dans ce domaine. Mais ce relativisme permanent où rien n'est grave, où... voilà, ça c'est très grave. Mais c'est important. Je ne sais pas si vous avez fait un tour sur les chaînes internationales hier. Oui, l'image de la France. Ben voilà. Mais ça tournait... Bon... ça, c'est pas de notre fait, ni le fait de personne. L'image de la France actuelle et le mode de communication. Non, mais l'image de la France. Ça veut dire que ça ne doit pas se répéter. Ça ne peut pas se répéter. Le président ne peut pas. Il y a une faille ou une imprudence ou quoi que ça, mais ça ne peut pas se répéter. Il n'a pas respecté les consignes qu'on lui a données. Donc, c'est une imprudence de la part du président. Il faut qu'il le mesure. Non, mais il faut qu'il le mesure. Non, mais attendons de voir là aussi. Après, bon, il est comme ça. Il a cette surpris tout son cercle de sécurité en ne respectant pas ce d'euphorie dans sa course à aller voir. Il est président de la République, voilà. C'est pas l'animateur de quartier. Et pour faire peuple, il ne s'agit pas seulement d'être aux côtés du peuple, à prendre des selfies. Il faut peut-être qu'ils changent de langage, qu'ils soient un petit peu plus respectueux vis-à-vis des Français, et peut-être aussi que les Français auront un autre regard sur ce président. Moi, je pense cette proximité, je crois qu'elle est vraiment attendue. Mais elle lui est pas propre. Elle lui est pas propre. Je dis pas tous les présidents ont eu de la proximité. Je peux quand même finir ma phrase. Donc, je pense que cette proximité, elle est souhaitée, elle est souhaitable, surtout après les crises que nous venons de traverser. Donc c'est une bonne chose. Elle est également faite par différents membres du gouvernement. Vous avez raison, elle ne lui est pas propre. Mais c'est sa façon de fonctionner. Donc je trouve ça bien qu'il continue. Mais bon, voilà, après nous verrons au niveau des consignes de sécurité, etc. Ce qui a été respecté, pas respecté. Nous verrons. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est vraiment important qu'il puisse continuer comme ça. Et puis c'est aussi un moyen... sera peut-être aussi de s'adresser aux personnes qui ont été ô combien blessées pendant ce quinquennat. La plus grande proximité est de réparer des violences qui ont pu aussi s'exprimer venant de ce pouvoir d'abord jupitérien et très souvent blessant pour des gens de peu.
C'est ça la vraie proximité. Oui, alors je peux entendre ce que vous dites, mais d'un autre côté... Il ne le réglera pas simplement avec prendre le pouls, quoi. Voilà. Oui, mais il n'essaie pas de régler quelque chose, là. Il va au contact de la population. Là, par rapport à ce que vous disiez, bien sûr qu'il y a eu des maladresses. Il l'a lui-même reconnu, d'ailleurs, dans ses différents discours. Mais j'aimerais finir la vérité, mes phrases. C'est qu'il a réhabilité. Après, il y a aussi le fait de sortir toujours les mêmes phrases, les phrases de son contexte, etc., que je trouve aussi parfois regrettable. Le respect, l'autorité. À tous les niveaux. On a eu un plateau où ça s'est bien passé. Mais est-ce qu'il y a eu une fois que c'est mal passé? Non. Très sincère. J'étais peut-être plus sensible que d'autres fois. Vous êtes un grand sensible. C'est mon côté un peu trop. Voilà. Bon, merci à vous tous en tous les cas. Restez avec nous, je l'espère, si vous le voulez bien. Clélie Mathias est à suivre. Merci encore de votre fidélité. À demain avec grand plaisir.